L'objectif était de présenter un livre que j'ai fait paraître en octobre 2024 et qui s'appelle Murray Bookchin ou l'objectif communocène, écologie sociale et libération planétaire. Voilà, que j'ai avec moi ici. Mais je voulais le faire dans ce séminaire à partir d'une question un peu, vous présenter le livre, mais à partir d'une question un peu directrice que j'ai intitulée comme ça, redéfinir l'écologie politique. Donc en fin de compte, la question, un peu l'enjeu que je voulais adresser à partir de la présentation de ce livre et en fait de la présentation de Bookchin, c'est comment Bookchin en fait nous permet de repenser l'écologie politique, voire même de la réinventer, bien que ce soit un auteur du passé, d'une certaine manière, et un auteur, on pourrait dire, de l'origine de l'écologie politique, enfin de l'écologie politique moderne, récente, des années 60-70. Néanmoins, il me semble que c'est un auteur voilà, qui nous apporte des arguments, des armes théoriques et pratiques pour finalement développer une autre approche de l'écologie politique. Donc je vais pas faire une présentation, comment dirais-je, linéaire du livre, mais plutôt partir de cette question de la redéfinition de l'écologie politique. Ensuite, j'ai ajouté dans le titre que j'ai voulu donner à cette intervention, éco-analyse de la société, communalisme et sortie de l'anthropocène. Donc ça, ce sont des concepts que j'ai proposés dans le livre, que je vais essayer d'expliciter aujourd'hui et qui correspondent aussi à des enjeux et à des perspectives sur Bookchin, dans la mesure où Bookchin, c'est quelqu'un qui à la fois propose une théorie écologique, enfin j'y reviendrai, une théorie en fait de la nature et de la société. Donc il y a d'abord tout un pan de son travail et de sa pensée qui porte sur des questions théoriques, philosophiques et scientifiques, même dans la compréhension des phénomènes naturels et sociaux. Et puis il y a aussi une utopie dans la pensée de Bookchin. Enfin, on pourrait dire que c'est une utopie réelle, mais il y a la vision d'une société alternative qui découle de sa critique, de sa théorie critique de la nature et de la société. Et puis enfin, il y a une politique, il y a une proposition politique qui est associée à cette théorie critique et à cette vision alternative de la société. Donc voilà, c'est un peu les trois pans, si vous voulez, de la pensée de Bookchin. Théorie critique de la nature et de la société,
vision alternative de la société, et puis politique, hein, ces trois pans-là que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, qui sont assez centraux dans le livre, et qui voilà, permettent de dessiner eh bien une perspective d'émancipation qui prend à bras-le-corps en fait la question écologique, enfin qui essaye de le faire. Et donc dans le livre, j'ai essayé d'argumenter les raisons pour lesquelles cette perspective d'émancipation, eh bien, elle était à la mesure en fait de l'enjeu de l'Anthropocène, du problème de l'Anthropocène. Et il me semble, enfin c'est ce que j'essaye de défendre dans le livre, que la pensée de Murray Bookchin, elle est à la hauteur du problème de l'Anthropocène et de comment en sortir. D'où la formule que j'ai utilisée ici de sortie de l'Anthropocène. J'ajoute quelques éléments d'information sur le livre. Le livre se veut à la fois une présentation de la pensée de Bookchin, qui est un auteur pas très connu en France, sur lequel il y a eu pour l'instant assez peu de travaux. Il y a deux autres livres qui ont précédé celui-ci sur Bookchin, de Vincent Gerbert et Floréal Romero, qui étaient d'ailleurs deux livres qui sont eux-mêmes assez différents l'un de l'autre. Il y a le livre de Vincent Gerbert est plutôt une biographie intellectuelle. Celui de Floréal Romero, c'est une perspective plus de proposition politique qui part de Bookchin, mais qui est aussi un livre ensuite qui développe, disons, des idées propres et une perspective politique, voilà, qui s'appuie sur Bookchin, mais qui veut dessiner des horizons plus contemporains. Donc moi, le livre que j'ai proposé, c'est à la fois une introduction et une présentation de la pensée de Murray Bookchin qui se veut assez complète, même si elle est loin d'être exhaustive, parce que Bookchin est quelqu'un qui a énormément écrit. Il y a je les ai plus comptés, mais il a écrit à peu près 25 ouvrages et de très très nombreux articles. Le livre essaye de prendre en compte l'ensemble des ouvrages publiés par Bookchin, mais voilà, il n'est pas exhaustif dans la mesure. Il y a aussi tout un ensemble de fonds d'archives qui ont été constitués récemment aux États-Unis, dans une université new-yorkaise. Bookchin a vécu toute une partie de sa vie à New York. Il est né et a passé le début de son existence à New York. Et donc voilà, il y a aussi toutes ces archives et énormément d'articles qui ne sont pas pris en compte dans le livre. Donc c'est un premier jalon sur Bookchin. Voilà, présentation de son travail, avec des chapitres thématiques, voilà, qui s'appelle Théorie, territoire, économie, histoire, cosmologie et politique, donc qui ont pour vocation d'aborder en fait des axes et des thématiques de réflexion essentielles de la pensée de
de comprendre aussi ces axes, pas simplement comme une présentation thématique, mais à travers une interprétation. Hein. Donc je propose une interprétation aussi, donc il y a une proposition de lecture théorique, philosophique, si on veut, de la pensée de Bookchin, qui est axée justement sur cet enjeu de la sortie de l'Anthropocène, et avec la proposition de ce terme de communocène comme étant un concept justement qui désigne le processus à travers lequel il serait possible de sortir de l'Anthropocène, le processus et en même temps le résultat d'un tel processus, c'est-à-dire une formation terrestre qui serait conjointement développée par les non-humains et les humains, hein, pour le dire rapidement. Il s'agit ici de considérer la planète comme un processus relationnel d'interconnexion entre une multitude de formes de vie non humaines et humaines, et précisément ce qu'on peut désigner assez simplement comme l'Anthropocène, c'est le fait qu'on est dans un moment historique dans lequel les relations humaines, les relations entre les formes de vie humaines et les ensembles créés par les humains se développent en dominant les formes de vie non humaines, voire en les détruisant dans de nombreuses configurations sociales et environnementales. Et donc, voilà, une idée qu'on peut résumer très simplement par le fait qu'il y a une contradiction entre l'humanité et la nature. Et le communocène, par opposition, ce serait un moment historique à venir, utopique, projeté, dans lequel le développement des relations terrestres, donc terrestre est un mot ici qui désigne l'inclusion à la fois des relations parmi les non-humains, parmi les humains, et entre les non-humains et les humains, eh bien, les relations terrestres seraient coproduites conjointement, harmonieusement, ou au moins à travers un certain équilibre par les humains et les non-humains. Donc ça suppose que de reconnaître une dimension d'activité aux non-humains, donc quelque chose qui a été bien mis en avant par Latour. Et puis d'arriver donc à une configuration dans laquelle l'activité des non-humains et des humains produit conjointement le développement de la vie, si on veut, et des processus relationnels dans leur ensemble. Voilà pour première élaboration rapide de cette idée du communocène. Un autre point introductif sur Bookchin, mais qui me permettra d'avancer un peu dans ma présentation, c'est que l'idée du livre aussi, c'était de centrer beaucoup la présentation de Bookchin à partir de ses réflexions sur l'écologie, donc sur sa théorie de l'écologie sociale, hein, c'est le terme le plus central de sa perspective,
davantage que sur sa proposition politique du communalisme, parce que Bookchin est quelqu'un qui a été actif, donc je le disais, assez actif politiquement dans les années 60, 70, 80 aux États-Unis surtout. Il est mort au début des années 2000. Il a participé au mouvement de la contre-culture, à beaucoup de luttes antiracistes et écologistes aussi, de toutes ces années-là. C'est aussi quelqu'un, et c'est très important, qui était un autodidacte, qui n'a pas du tout fait d'études à l'université, et ça fait aussi que, même s'il il a eu un certain succès et une reconnaissance dans les milieux militants, c'est quelqu'un qui, même aux États-Unis, était assez minoré. Il était marxiste au départ, mais il est rapidement... il est né en 1906, mais dès les années 30, il s'est assez largement rapproché de l'anarchisme. Non, je vous dis des bêtises. Il est né en 1921. Il est né en 1921, mais oui, vraiment à la fin des années 30, il se rapproche, donc assez jeune, il se rapproche beaucoup de l'anarchisme. Donc tout ça fait que il a quand même été assez minoré, même aux États-Unis, et ça explique le fait que ce soit un auteur à la fois autodidacte, non académique, qui n'a jamais été un enseignant dans une grande université américaine. Ça explique aussi le fait qu'il a été minoré et d'une certaine manière qu'il continue de l'être. Néanmoins, il y a eu un retour un peu de l'intérêt pour Bookchin, en fait, lié essentiellement au Rojava, donc à partir du milieu, en gros, des années 2010, dans la mesure où le leader du mouvement de libération kurde, Abdullah Öcalan, a repris à son compte la pensée de Bookchin et a repris à son compte les élaborations politiques de Bookchin sur le communalisme. Il a voulu, Öcalan, il a proposé au mouvement kurde d'adapter leur lutte de libération au communalisme de Bookchin en renommant ça le confédéralisme démocratique. Donc ça, c'est un terme d'Öcalan. Mais l'importance de la lutte des Kurdes au Rojava, du coup, a produit un effet de réintérêt pour Bookchin, mais du coup un effet de réintérêt qui s'est assez centré en fait sur le communalisme ou sur le municipalisme libertaire, parce qu'il y a les deux termes qui sont utilisés par Bookchin, et je voudrais à la fin de ma présentation revenir là-dessus. Parce que Bookchin en fait a surtout utilisé le terme de municipalisme libertaire dans les années 80, et en fait c'est pour des raisons un peu contextuelles qu'il a fini par utiliser celui de communalisme, en fait, qui sont je crois essentiellement liés au fait que il s'est brouillé avec les anarchistes à la fin des années 1990, avec le mouvement anarchiste américain, parce qu'il a publié un livre polémique au milieu des années 90, en 1995, qui s'appelle l'anarchisme du style de vie ou l'anarchisme social, dans lequel en fait il oppose de manière frontale deux courants de l'anarchisme, un courant qui pour lui est individualiste, voilà, et qu'il rejette, et qui est centré sur la question du style de vie, de créer un nouveau style de vie, et puis un anarchisme plus social, situé à l'intérieur de la tradition des grands auteurs anarchistes, Proudhon, Bakounine, Kropotkin, etc., dont il se veut davantage un continuateur. Et ce pamphlet a crispé les rapports de Bookchin avec le milieu anarchiste aux États-Unis, et si bien que il a, comme le terme de municipalisme libertaire renvoyait aussi de manière directe à la tradition anarchiste, il a opté pour le terme de communalisme, mais pour lui, ça voulait dire essentiellement la même chose. Et donc j'essaierai de revenir là-dessus tout à l'heure de manière un peu critique, parce que je crois que justement
enfin moi c'est mon point de vue, le communalisme et le municipalisme libertaire, c'est pas la même chose. Enfin, on peut argumenter pour dire que c'est pas la même chose. J'essaierai de le faire tout à l'heure, mais tout ça pour dire que du coup, et c'était aussi mon cas, l'intérêt pour Bookchin est revenu à travers cette question du communalisme, hein, donc qui est un projet politique qui désigne pour aller rapidement l'idée de substituer à l'État-nation une confédération de communes autonomes et libres, de communes entendues en un sens essentiellement politique, reposant sur la mise en place d'assemblées populaires communales, d'assemblées populaires de démocratie directe. Donc c'est une proposition politique contre l'État, contre le régime représentatif, de manière extrêmement explicite. Et donc il y a une critique très importante chez Bookchin de l'État-nation, de la représentation politique, du régime représentatif, des partis politiques, de la forme parti. Voilà, tout ça ne correspondant pas pour lui à une politique qui serait de nature émancipatrice. Et donc, il y a eu tout un réintérêt pour Bookchin à partir de cette idée-là. Il y a voilà, un certain nombre de mouvements politiques qui se sont emparés de lui. Pas tous, mais une partie des municipalistes espagnols se sont réclamés de Bookchin. Les Gilets jaunes aussi. Notre camarade Sixtine Van Outreeve a beaucoup travaillé là-dessus et sur comment les Gilets jaunes, elle a fait sa thèse en partie là-dessus, sur le communalisme en général, mais aussi en particulier sur la manière dont les Gilets jaunes se sont réemparés, une partie des Gilets jaunes se sont réemparés de ça. Et puis donc, bien entendu, aussi le Rojava. Mais néanmoins, disons que la focale sur le communalisme impliquait un peu d'oublier que ce qui est absolument central chez Bookchin, c'est justement, c'est pour ça que j'ai voulu parler de ça aujourd'hui, c'est quand même toute une œuvre qui consiste en une redéfinition de l'écologie politique. Et pour lui, voilà, il a dit que le communalisme était la politique de l'écologie sociale, c'est la formule qu'il a utilisée à plusieurs reprises. Donc j'ai dit que je reviendrai sur le communalisme, et je pense qu'il y a des problèmes de cohérence chez Bookchin, même si j'ai fait un livre plutôt hagiographique, mais voilà, j'ai gardé les critiques un peu, même si j'ai commencé à les développer dans certains articles aussi. J'ai aussi gardé des critiques pour après, et voilà, je suis en cours d'écriture de choses un peu plus aussi critiques que je voulais commencer à vous présenter, mais je dis que je vais présenter beaucoup de choses et je parle énormément, et voilà, je vais essayer de faire au mieux. Donc voilà, remettre un peu ce cadre de la pensée écologique de Bookchin qui est central, et auquel je vais venir tout de suite, parce que c'est véritablement toute l'œuvre de Bookchin qui a quand même une forte cohérence interne, il me semble, même s'il peut y avoir à mon sens des problèmes de raccordement à l'intérieur. C'est de repenser complètement la question de l'émancipation sociale à partir du problème écologique. Donc voilà, ça m'amène à un premier point de ma présentation du jour, qui porte sur donc la question de l'écologie sociale.
et donc la pensée de la nature et de la société chez Bookchin. Et donc j'introduirais en répétant ce point qui me semble très important, c'est que pour lui, on ne peut plus penser l'émancipation sociale aujourd'hui indépendamment de la question écologique. L'écologie n'est pas l'écologie et l'écologie politique ne sont pas une question parmi d'autres. Ça n'est pas une question parmi d'autres. Ça n'est pas un aspect, ce n'est pas une sphère particulière. Ça n'est pas un champ politique spécifique qui devrait être traité par des interventions dans le domaine de l'écologie, mais c'est le problème à partir duquel il faut tout repenser et donc repenser complètement la société et la politique. Hein, donc c'est vraiment ça l'apport de Bookchin. C'est quelqu'un qui explique que la société et la politique elle-même doivent être entièrement repensées à partir de la question de l'écologie, et dans la vision qu'il a des choses, l'émancipation n'est pas possible sans ce préalable, sans cette problématisation. Et de ce point de vue-là, évidemment, toutes les visions et les pensées antérieures, hein, celle du socialisme en gros, celle du socialisme du 19e siècle et du 20e siècle, ben, sont des propositions d'émancipation incomplètes, dans la mesure où elles n'ont pas pris à bras-le-corps la question de l'écologie. Et donc pour produire en fait ce nouveau traitement de la question sociale, alors du coup je vais répéter cette formule, ce nouveau traitement de la question sociale, parce que dans les termes de Bookchin, il s'agit de dire que le problème de ce qu'on peut appeler la question sociale, ou dit d'une autre manière, la question de l'émancipation sociale, est une question fondamentalement déplacée par l'écologie, mais cette formule d'émancipation sociale ou de la question sociale est et l'ensemble des problèmes qui ont été posés par le socialisme, par les penseurs du 19e et du 20e siècle, continuent bien entendu de se poser, et s'intéresser à l'écologie n'implique pas du tout de mettre de côté justement ces questions sociales. Elles doivent être résolues de manière nouvelle à partir du cadre écologique, mais considérer que l'écologie serait un nouveau problème qui serait le problème central et unique qu'il faudrait résoudre et qui nous amènerait du coup à mettre de côté les questions sociales parce qu'elles ne sont pas urgentes, nous conduirait précisément à une vision et un traitement de la question écologique qui ne serait pas émancipateur. Donc il ne faut surtout pas pour lui avoir une approche de l'écologie qui serait réductrice de la question sociale. Donc la problématique de Bookchin, c'est comment repenser et retraiter de l'émancipation sociale
à partir de la nouvelle problématique écologique et des nouvelles conditions terrestres, si on veut, qui sont les nôtres. Et précisément, j'avais utilisé, je crois parfois dans le titre de la présentation, j'avais dit redéfinir l'écologie politique au-delà de l'environnementalisme. L'environnementalisme, c'est un terme qu'utilise Murray Bookchin, et qu'il critique. Il s'oppose à ce qu'il appelle l'environnementalisme ou l'environnementalisme libéral. Et l'environnementalisme, pour lui, c'est précisément le fait de vouloir s'attaquer à la question écologique indépendamment des problèmes sociaux, indépendamment des problèmes sociaux et des rapports sociaux, indépendamment des rapports de domination sociale. Le terme de domination, le concept de domination est central, central chez Bookchin. C'est l'environnementalisme, c'est l'idée qu'on pourrait résoudre la crise écologique ou parvenir à un meilleur état de notre relation avec le monde vivant et avec les non-humains, indépendamment de la société, indépendamment d'une transformation sociale. Et ça, pour Bookchin, c'est complètement illusoire. Et donc, de ce point de vue-là, voilà, ce qu'il décrit comme l'environnementalisme libéral n'a aucun avenir. Parce que résoudre des problèmes écologiques sans passer par une transformation des rapports sociaux est impossible pour lui. Je vais y revenir d'un point de vue ontologique, en fait, tout simplement parce que la nature et la société font partie d'une même réalité. Aussi, je l'expliciterai mieux après, parce que pour lui, l'interaction que nous avons avec la nature, elle est sociale. L'interaction que nous avons avec la nature, elle est sociale au sens où elle est médiatisée par les rapports sociaux. C'est-à-dire que la qualité, si on veut, et la manière dont nous interagissons avec la nature, avec les mondes vivants autres qu'humains, pour utiliser une meilleure formule, elle est inséparable de nos rapports sociaux, et elle vaut cette relation à la nature, d'une certaine manière, elle vaut ce que valent nos rapports sociaux, nos relations sociales. Donc voilà, si nous vivons dans une société dans laquelle il y a des rapports sociaux de domination, bien nécessairement nous exercerons des rapports de domination vis-à-vis de la nature et des êtres vivants autres qu'humains. Donc c'est pour cette raison-là que l'environnementalisme n'a pas de valeur pour Bookchin et doit être critiqué. Et donc de ce point de vue-là, le concept d'environnement lui-même pour Bookchin est problématique dans la mesure où l'environnement peut être compris justement comme quelque chose d'asocial, comme ce qui entoure la société et qui par conséquent est séparé d'elle. Du coup, pour en venir à un point finalement à l'essentiel de mon discours, même si je voulais présenter plein d'autres, je vais essayer de présenter d'autres choses. Le point véritablement central chez Bookchin, c'est celui-là. C'est que il n'y a pas d'écologie politique possible sans transformation sociale. Et disons-le autrement, l'écologie politique
ça consiste à transformer la société. Ça consiste à transformer la société. Et c'est abstrait, et je vais essayer de développer. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que l'écologie politique, ça consiste à écologiser la société. Ça consiste à écologiser la société, c'est-à-dire à organiser la société d'une manière qui permet le développement mutuel et complémentaire des formes de vie. Mais je vais y revenir plus précisément après. Le point central étant quand même celui-ci que l'écologie politique, ça peut pas être uniquement ça peut pas être uniquement la défense de l'environnement. Ça peut pas être uniquement la défense de l'environnement et des milieux de vie, parce que c'est une politique purement défensive, qui est tout à fait, je veux dire, toutes les luttes écologiques et environnementales qui existent sont très importantes, et Bookchin le dit. D'ailleurs, il ne s'agit pas de critiquer ces luttes, et certainement pas les gens qui s'y investissent et les militants environnementalistes, etc. Voilà, toutes les luttes contre la dégradation de la biosphère, voilà, qu'on connaît, la déforestation, contre la pollution, l'énergie nucléaire, ce que vous voulez. Mais néanmoins, pour lui, c'est limité. Néanmoins, pour lui, c'est limité parce que c'est défensif. Le point fondamental théorique dont part Bookchin, c'est cette idée d'un continuum de la nature et de la société. C'est l'idée d'un continuum de la nature et de la société. Donc Bookchin récuse le dualisme entre la nature et la société. Il y a le terrestre peut être compris comme un processus relationnel continu. Néanmoins, pour Bookchin, le terrestre est un continuum évolutif et différencié. La société fait partie de la nature, mais elle est une émergence qualitative à l'intérieur de la nature, différenciée. Bookchin est quelqu'un qui a développé une philosophie évolutionnaire, donc pour ne pas dire évolutionniste. Bon, je rentre pas dans ce débat-là. Il réfléchit à partir d'une vision de l'histoire de la nature. Il développe cette idée qu'il y a un continuum des relations naturelles et des relations sociales, donc une interdépendance totale, interdépendance qui fait que la société fait partie de la nature, elle est issue de la nature. Donc c'est une philosophie gradualiste. Bookchin pense que c'est une philosophie gradualiste et différentialiste, c'est-à-dire que l'évolution du vivant dans son histoire produit des différenciations entre les espèces jusqu'à la formation de l'espèce humaine, et donc tout un tas de propriétés et de qualités présentes dans l'espèce humaine se trouvent avoir des formes rudimentaires dans toutes les espèces évolutives
qui les ont précédés, mais puisqu'il y a une différenciation progressive des différentes formes de vie à travers l'histoire de l'évolution, il y a aussi des émergences et il y a aussi des processus de différenciation qui se produisent à chaque fois qu'il y a une nouvelle émergence. Et pour Bookchin, le social est une émergence humaine. Le social est une émergence humaine. Ce qu'il appelle notamment l'écologie sociale, c'est le fait de considérer que l'être humain doit être analysé dans sa double dimension biologique et sociale. Il appartient à la nature, et de ce point de vue-là, il est donc redevable aussi d'une analyse écologique. Et donc, évidemment, les processus relationnels qui concernent la nature non humaine concernent aussi la nature humaine, mais il y a cette émergence sociale qui fait que Bookchin parle d'un enchevêtrement du biologique et du social, et qui implique que il y a cette double dimension intégrée qui est présente dans les phénomènes, dans les phénomènes humains. Et précisément, Bookchin parfois explique que l'écologie sociale, c'est d'abord le fait de considérer que les problèmes écologiques ont tous des causes sociales. Bon, c'est cohérent avec l'ensemble du propos. Ce sont les activités humaines et les activités sociales, bien entendu, qui ont produit la crise écologique, et donc c'est seulement à travers la transformation sociale que la crise écologique pourra être résolue. Mais à l'intérieur de cette idée d'un continuum différencié entre la nature et la société, ce qui va être très important ensuite, c'est comment Bookchin va analyser le processus relationnel de la nature dans son histoire. Bon, je suis extrêmement long et voilà, j'arrive pas du tout à me tenir à mon programme, parce que ça suppose quand même toujours d'expliquer un peu les arguments. Mais en gros, il y a une idée, il y a l'idée centrale de la symbiose. Bookchin, c'est-à-dire que le développement de la nature dans son histoire se fait à travers des processus d'auto-élaboration, d'auto-organisation évolutive. La nature s'est développée à travers des processus essentiellement symbiotiques. Pour Bookchin, il s'appuie sur toute une littérature scientifique, biologique. Donc le terme de symbiose est central pour décrire la qualité des relations entre les non-humains à travers lesquelles la nature s'est développée, et à partir duquel l'humanité a émergé. Voilà, Bookchin s'appuie sur l'hypothèse Gaïa, hein, en fait. Il intègre ça dans son livre assez central, L'écologie de la liberté, The Ecology of Freedom, dans les années 80. Dans l'hypothèse Gaïa, qui a été coélaborée par Lovelock et Margulis, il s'appuie plutôt davantage sur les travaux de Lynn Margulis. Là, on pourrait... il y a ce livre très intéressant de Margulis, hein, qui est une... spécialiste de la biologie de l'évolution, de la microbiologie, qui s'appelle Une planète symbiotique, un livre de 2013, Symbiotic Planet, un livre qui n'a pas été traduit, mais bon,
évidemment, j'ai pas le temps, mais ce que dit Margulis, c'est qu'il y a de la symbiose partout, hein, et que voilà, elle explique le développement émergent de nouvelles formes de vie à travers les contacts interspécifiques, hein, entre différentes espèces hétérogènes. Et par conséquent, le point fondamental de l'analyse de Bookchin, c'est que ce sont les sociétés humaines qui ont développé en leur propre sein des rapports de domination, donc des rapports de domination internes entre les différents groupes humains pour des raisons sociales intrinsèques, et ces rapports de domination ont mis en place des institutions qui sont des hiérarchies. Donc voilà, il y a toute une grande fresque de l'histoire de l'humanité depuis le néolithique chez Bookchin, qu'il a aussi développé dans ce livre The Ecology of Freedom, sur lequel, voilà, une grande fresque sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, qui s'appuie sur des travaux en partie datés en anthropologie, mais c'est pas tellement le problème. Donc grande fresque où il explique que les sociétés ont d'abord été hiérarchiques, avec évidemment la première grande hiérarchie, c'est la hiérarchie patriarcale. Voilà, il y a d'autres dominations qui suivent, la domination raciale, la domination gérontocratique, etc., etc. Mais le point fondamental finalement de l'analyse, eh bien, c'est que finalement les rapports de domination humains produisent une direction du processus relationnel continu terrestre qui va à l'encontre finalement de la direction du processus relationnel qui, d'une certaine manière, si vous voulez, c'est mal dit, mais que les autres qu'humains avaient réussi à imposer. C'est-à-dire que l'histoire de la nature, pour Bookchin, c'est une histoire essentiellement de la différenciation, de la diversification des formes de vie, de l'enrichissement en fait des formes de vie à travers la formation de la historique de la biosphère, donc à travers voilà, certaines caractéristiques biologiques, hein, des liens. Bookchin n'anthropomorphise pas du tout. Voilà, il utilise les termes voilà, de la symbiose, du mutualisme, qui sont des termes biologiques pour décrire ces liens. Et il explicite ensuite qu'à travers l'émergence sociale des sociétés humaines et de l'humanité, eh bien, il y a une direction qui est prise par les rapports donc, sociaux, qui contrevient en fait au processus symbiotique de développement du monde vivant. Et donc, c'est à partir de cette lecture en fait essentiellement relationnelle que se produit une contradiction entre le monde social et le monde vivant. Et voilà, ce qui nous mène jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire une contradiction fondamentale dans finalement la logique des relations terrestres, entre les relations terrestres qui sont produites par les sociétés humaines et les relations terrestres qui ont été produites, enfin, ou qui sont en potentialité dans les mondes vivants. Et donc, ensuite, voilà, il faut que j'aille vers la fin. Et puis peut-être que je vous demanderai de me poser les questions qui me permettront de développer les points que j'ai pas pu développer.
le point fondamental ensuite de son propos, c'est d'expliquer que à partir de ce cadre théorique-là, c'est seulement finalement à développer des relations de complémentarité sociale. Voilà, je me limiterai à ce concept qui est central chez Bookchin, l'idée d'une éthique de la complémentarité et de la complémentarité sociale. C'est seulement à développer des rapports de complémentarité sociale qu'on pourra développer des rapports sociaux qui, comment dirais-je, vont être convergents avec la direction que la nature non humaine a donnée au processus relationnel terrestre, au continuum terrestre. Et donc, ce qu'il s'agit de... on y reviendra, Bookchin n'est pas... voilà, j'ai parlé d'évolutionnaire, mais il n'est pas évolutionniste. Dans les relations entre les êtres vivants non humains, la symbiose ne se produit pas nécessairement. Dans la nature, voilà, il y a aussi des phénomènes, hasardeux. Voilà, il y a aussi, il peut y avoir aussi des phénomènes de prédation, mais néanmoins, il n'en reste pas moins, et le constat me paraît implacable, que l'enrichissement de la vie autre qu'humaine s'est produit, et que l'évolution de la vie autre qu'humaine a produit cette biodiversification. Or, il se trouve que les rapports sociaux humains, eh bien, ils biodiversifient pas, ils débiodiversifient. Voilà, sixième extinction de l'espèce. Donc voilà, on est complètement à rebours. Voilà, Bookchin insiste beaucoup là-dessus. On dévore le monde vivant parce que on a construit des rapports sociaux, des hiérarchies qui font que, eh bien, on détruit des processus qui sont des processus millénaires, enfin qui se sont formés au cours de millions, de milliards d'années même. Et que donc l'urgence absolue, c'est pour l'humanité de développer en elle-même en fait des rapports sociaux qui sont basés sur la complémentarité sociale. Et voilà, on pourrait préciser l'auto-organisation, la coparticipation, le soin mutuel sont des valeurs qui sont extrêmement importantes chez Bookchin et sur lesquelles la société doit être basée. Et c'est seulement à cette condition-là qu'on va cesser de projeter sur la nature en fait nos rapports de domination et qu'on pourrait retrouver donc le fil de ce processus d'enrichissement du monde vivant. Par suite, l'idée de la société alternative chez Bookchin, eh bien, c'est une société dans laquelle les institutions doivent être sous-tendues par des rapports de complémentarité sociale. Et du coup, il y a 3 plans que je développe dans le livre. Sur le plan des rapports, disons que je résume ça ici par 3 concepts. Sur le plan des relations entre la société et la nature, entre les humains et les non-humains,
Le concept, c'est le concept d'éco-communauté. Il s'agit, qui a été développé par Bookchin dans un livre qui s'appelle Vers une société écologique, un livre de 1980. Sur le plan, si on veut, de l'économie ou des rapports de travail, le concept, c'est les communs. Même si Bookchin ne l'utilisait pas, on pourrait n'a pas utilisé ce concept, et même il y a une critique à faire de son analyse économique de ce point de vue, mais moi je l'ai utilisé dans le livre comme, disons justement, explicitation de sa théorie. Et puis, sur le plan politique, c'est les communes. Éco-communauté, commun et commune sont les institutions d'une société écologique. Sont les institutions d'une société écologique, ce sont des institutions qui sont basées sur la complémentarité sociale, c'est-à-dire sur une ligne de développement relationnel qui nous permet de converger avec la symbiose, la symbiose autre qu'humaine. Et voilà, on pourrait résumer ça d'une formule. Cette société, pour Bookchin, c'est voilà, c'est un peu l'autogouvernement communal des communs de l'éco-communauté. Quelque chose comme ça, une confédération d'éco-communautés démocratiques et égalitaire. C'est ça l'idée de la société alternative pour Bookchin. Et donc de ce point de vue-là, c'était aussi ça le propos du livre. L'idée par conséquent, c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que les communs, les communes, en fait, sont des institutions qui nous permettent d'aller dans le sens de l'écologie. Donc j'ai voulu aussi, par rapport aux travaux sur les communs qui m'intéressent beaucoup et qui nous intéressent beaucoup dans le groupe du GENA, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est affirmer le lien profond qui existe entre les communs et moi ce que je continuerai d'appeler le communalisme, mais j'ai pas fait la discussion, et puis une perspective écologique. Et donc le livre, c'est voilà, c'est une argumentation aussi pour profondément raccrocher la perspective écologique et commun-commune. Et même si je radicalise le propos à partir de ce que j'ai expliqué, ce que j'ai explicité par rapport à Bookchin, il me semble que tout ça conduit à dire que l'écologie politique, c'est la transformation de la société sur la base de la complémentarité sociale. Donc c'est, je le dis aussi, c'est une politique de c'est la politique d'un contre-institutionnalisme substitutif. Hein, donc quand j'ai parlé d'éco-communauté, de commun et de commune, l'objectif est que ces institutions-là se substituent à l'État et au capitalisme. C'est ça l'idée. Et la formulation radicale de ça, si je résume ça à travers le terme de communalisme, c'est que au sens où je viens d'en parler, c'est-à-dire l'autogouvernement communal des communs de l'éco-communauté, le communalisme, c'est l'écologie politique. Hein, c'est rien d'autre que l'écologie politique, et au sens où tout l'effort théorique de Bookchin
d'essayer d'argumenter et de montrer que l'écologie politique, ça peut être rien d'autre que la politique de l'écologie. Ça peut être rien d'autre que la politique de l'écologie. Et l'écologie, la nature, si on veut, c'est la matérialité dans laquelle on se trouve. Et cette matérialité, elle n'est pas neutre. En fait, elle repose sur un tissu relationnel lié à une qualité des relations entre les non-humains. Et donc, oui, finalement, l'écologie politique, c'est la traduction du point de vue social des facteurs relationnels, biologiques, qui ont permis le développement de la biodiversité. Et donc voilà, on en arrive à l'idée que l'écologie politique c'est ça, et que c'est pas autre chose. Et ça, il me semble que c'est important parce que ça permet d'entrer dans le débat sur le fait qu'il n'y a pas plusieurs écologies politiques. Il n'y a pas plusieurs écologies politiques. Il faut s'appuyer là-dessus comme un cadre pour critiquer et rejeter tout le bullshitisme environnementaliste et toute la transition écologique et toutes les choses qu'on entend qui ne correspondent pas du tout à ça. Voilà. Et je vais m'arrêter du coup parce que j'ai largement dépassé le temps. Mais je termine simplement sur ce point, puisque j'avais évoqué le terme. Dans le livre, j'ai utilisé le terme de communalisme parce que c'est un terme qui est un mot valise qui est composé de communalisme et des communs. Enfin, en anglais, les communs, c'est commons, le terme qu'utilisent parfois certains travaux anglo-saxons sur les communs, c'est le terme de commonism, et donc finalement, communalisme, c'est le mot valise de communalisme et de commun, c'est commun et commune, parce que ces deux aspects, ça mériterait d'autres développements, mais pour moi, sont absolument indissociables. Et si j'ai utilisé ce terme, c'est parce que, du coup, ce qui me semble, par rapport à un dernier élément critique sur lequel je vais m'arrêter sur Bookchin, c'est que Bookchin, il a vraiment cette idée-là que ces rapports de complémentarité sociale doivent finalement innerver l'ensemble des institutions de la société. Mais en fin de compte, quand à la fin il a proposé son projet communaliste, voilà, notamment dans un texte très important qui s'appelle The Communalist Project, le projet communaliste, enfin, qui a été traduit en français d'ailleurs dans cet ouvrage qui s'appelle La Révolution à venir, qui englobe beaucoup de textes politiques de Bookchin. En fait, Bookchin a un peu laissé ça de côté, c'est-à-dire quand il a présenté son projet communaliste, il s'est à fond axé sur les assemblées populaires de démocratie directe. Bon, c'était vraiment ça l'idée. Et en fait, c'est un communalisme qui est trop formel, qui est trop formel et qui est trop strictement politique. Quand il a explicité son projet politique, il n'a pas suffisamment rappelé que la complémentarité sociale, on devait aussi la retrouver finalement dans les rapports de travail et dans la relation avec la nature. Et paradoxalement, du coup, les textes politiques apparaissent un peu détachés, un peu abstraits, finalement du cœur de son propos qui était assez écologique. Et voilà. Et du coup,
Et il y a aussi, par conséquent, à mon avis, un problème de lecture par rapport à... Bon, si on parle de communalisme, ça, il me semble qu'on peut pas trop... voilà, je sais que les insoumis, maintenant, la France insoumise parle de nouveau communalisme insoumis. Je commenterai pas trop, mais c'est une contradiction totale par rapport à comment le communalisme a été conçu au moment de la Commune de Paris. Je pourrais citer des textes et des auteurs, en particulier le génial Arthur Arnoux, avec son livre L'État et la Révolution, parce que le communalisme des communards, c'était une critique radicale de l'État et du régime représentatif et des partis politiques. Donc voilà, quand on suit la voie des partis politiques, de l'État, etc., on peut difficilement s'appeler communaliste. Mais au-delà de ça, ce que Bookchin ne prend pas assez en compte quand il parle du communalisme, parce qu'on doit quand même faire la lecture par rapport à la Commune de Paris, c'est le fait que l'idée en plus du gouvernement direct et de la confédération des communes qui était présente chez les communards, elle était assise sur plusieurs décennies de réflexion sur le socialisme, la commune sociale, toutes les propositions coopérativistes, mutualistes, qu'il y a eu au XIXe siècle. Et finalement, le communalisme des communards, il était mieux résumé par la République démocratique et sociale, et par la commune sociale et politique. Et ça, voilà, Bookchin, en fait, confond un peu municipalisme libertaire et communalisme. Il a élaboré le municipalisme libertaire dans les années 80 à partir d'une lecture qui est très intéressante, mais surtout de l'histoire des révolutions, et pour lui c'est un peu un invariant. C'est l'idée que, parce que le municipalisme libertaire chez Bookchin, ça remonte aussi à la Grèce antique, à l'idée finalement que dans tous les moments de reconstruction politique importants, dans l'histoire en tout cas qui prend en compte, qui est d'ailleurs avant tout occidentale, ça pose aussi un certain nombre de problèmes. Et bien dans cette histoire-là, les moments émancipateurs, en gros, il y a la mise en place d'assemblées populaires de démocratie directe. Et il a écrit aussi, Bookchin, The Third Revolution, 4 tomes entiers sur l'histoire des révolutions européennes depuis la Révolution anglaise. Et l'idée centrale, c'est celle-ci. C'est l'idée que dans tous les grands mouvements révolutionnaires, il y a cette assemblée populaire à la base, et la formation d'assemblées populaires de démocratie directe. Et c'est ça le municipalisme libertaire. Mais le communalisme, si on le prend, si on considère voilà, son caractère historique et la formation du communalisme dans la Commune de Paris, ça Bookchin ne le prend pas en compte. C'est un terme qui doit être compris historiquement dans l'histoire politique de la France, et qui a une certaine économie, en particulier par rapport à la Révolution française. Et les communalistes, c'est pas juste reprendre l'émergence des assemblées populaires de démocratie directe, c'est toute une élaboration qui est liée en fait aussi beaucoup à l'émergence du socialisme au XIXe siècle. Donc ces communes sociales et politiques, et donc de ce point de vue-là, voilà, l'usage en fait du communalisme chez Bookchin n'est pas complètement satisfaisant. C'est pour ça que voilà, du coup j'ai utilisé communalisme pour bien dire que ce vers quoi on devrait tendre, c'est aussi un ensemble d'institutions orientées vers la complémentarité sociale, et pas simplement une politique de démocratie directe. Je m'arrête. Bien, merci beaucoup Pierre pour cette passionnante présentation de ton ouvrage qui ouvre vraiment de très nombreuses pistes et extrêmement importantes. Moi je trouve que c'est bien que tu aies finalement que tu aies essayé de brasser large et de montrer toutes ces dimensions vraiment qui sont à l'œuvre dans la pensée de Bookchin. Moi, en t'écoutant, en fait, j'étais très frappée par, puisque notamment
j'ai beaucoup travaillé sur la pensée de Marcuse et en fait j'étais très frappée par les affinités quoi, entre la pensée de Bookchin et la pensée de Marcuse, et peut-être plus généralement d'ailleurs des théoriciens de l'école de Francfort, notamment sur cette question de l'écologie. Donc en fait, un certain nombre de questions que j'ai envie de te poser, c'est des questions qui sont aussi en lien par rapport à cette mise en parallèle peut-être de cette école et de Bookchin, et qui te permettront peut-être de développer certains points que tu n'as pas pu développer dans ton intervention. D'abord, dans ton titre, tu utilises la catégorie d'anthropocène et pas de capitalocène. Et il me semble qu'on comprend bien pourquoi en t'écoutant. C'est-à-dire qu'en fait, à travers, enfin, tu me diras si je me trompe ou pas, mais en tout cas, tel que tu as présenté l'écologie politique de Bookchin, elle part aussi d'une réflexion pas simplement sur le présent, pas simplement non plus sur les sociétés modernes et capitalistes, sur la révolution industrielle, mais sur ce que tu as appelé une grande fresque de l'histoire de l'humanité, avec vraiment aussi une réflexion d'ordre, enfin, des travaux, qui mobilise des travaux à la fois anthropologiques, biologiques, etc. Et du coup, la question que j'avais envie de te poser, c'est voilà, est-ce que c'est bien la question de l'anthropocène chez Bookchin, ou est-ce qu'il y a une réflexion sur la spécificité du capitalisme au vu de ses effets délétères écologiques? Est-ce qu'il réagit par rapport, par exemple, au rapport sur les limites de la croissance en 72? Est-ce que la catégorie d'anthropocène, puisqu'il meurt au début des années 2000, est-ce qu'il la mobilise? Bon, comment il se situe par rapport à ça? Et ce qui m'a assez frappé, c'est qu'en fait, on trouve, en tous les cas, chez les théoriciens de l'école de Francfort, et notamment chez Marcuse, je dirais une oscillation, une ambivalence entre l'idée qu'au fond, il y a quelque chose dans l'être humain lui-même, et eux partent notamment du moment grec, de la naissance de la philosophie, de la mise en opposition entre raison et sensibilité, des choses comme ça, enfin, qu'il y aurait quelque chose dans l'être humain lui-même, dans la différence anthropologique, qui permettrait au fond de rendre compte de cette domination humaine de la nature, qui selon les théoriciens de l'école de Francfort, a son propre pendant dans une domination de la nature interne, à la fois sur les besoins, sur les pulsions, enfin, toute la dimension de la répression pulsionnelle, etc. Et puis en même temps, chez Marcuse en tous les cas, très nettement à partir des années 60-70, et surtout après le rapport Meadows, il y a un colloque à Paris avec Gortz qui s'appelle Écologie et Révolution, où là Marcuse adopte vraiment un autre angle, vraiment c'est qui anticipe presque l'idée voilà, de la contradiction, quoi, enfin, contradiction entre la nature externe et le mode de production capitaliste. Et il reprend la catégorie qui vient d'être inventée d'écocide. Donc voilà, ce premier point, capitalocène ou anthropocène. Et je ne te poserai pas toutes les questions que j'avais envie, mais juste une deuxième sur laquelle je suis très curieuse de t'écouter, parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup, et qui chez Marcuse, par exemple, reste vraiment à l'état de boîte noire et d'impensé, enfin, en tout cas quelque chose de très problématique, le statut de la technique. C'est-à-dire en fait dans l'institution du travail et des communs, chez Bookchin, je sais qu'il y a chez Bookchin, justement, vraiment une réflexion sur la technique et sur l'idée d'autres techniques. Là où chez Marcuse, ça reste quelque chose qui est finalement assez impensé, alors même que c'est un immense critique de la technique et de la science moderne. Voilà. Donc est-ce que tu pourrais peut-être développer aussi cet aspect qui me semble vraiment extrêmement important chez Bookchin, en ayant lu ton livre, qui est justement sa propre pensée, sa propre critique de la technique, mais aussi sa propre pensée peut-être d'une autre forme de technique, permettant d'envisager des communs qui ne rendent pas simplement possible des relations plus égalitaires entre les êtres humains, mais aussi plus égalitaires, ou en tout cas moins, qui ne soient plus dans le registre de l'exploitation par rapport à la nature externe. Voilà les questions que j'ai envie de te poser. Ben merci, peut-être j'y réponds, c'est plus simple plutôt que d'accumuler les questions. Ouais. D'abord dire que le premier chapitre du livre qui reprend un peu le titre en quelque sorte pour justement donner un peu l'orientation au début, s'appelle Objectif de l'Anthropocène au Communocène. Donc en fait le premier chapitre est consacré à la discussion
qu'implique ta question. Ouais. Voilà. Et donc justement, je discute l'Anthropocène, le Capitalocène et comment finalement, qui étaient deux concepts donc, que n'utilisait pas Bookchin, hein, qui ne connaissait pas. Il est bon. Crutzen, je crois que c'est en 2000 qu'il a introduit le concept. Bookchin était affaibli, hein, au début des années 2000 il a quand même continué à publier, mais c'est vrai qu'il n'a pas utilisé le terme d'anthropocène et capitalocène, il ne pouvait pas le connaître. Mais je discute justement le rapport de Bookchin quand même à ces concepts au début. Et voilà, je discute le fait que déjà, oui, complètement. Ce que je dis, c'est que en gros, j'identifie deux voies critiques sur la question écologique aujourd'hui et sur l'Anthropocène. Donc la voie plutôt éco-marxiste avec le concept de capitalocène et puis plutôt le tournant ontologique avec une critique davantage de l'Anthropocène et de l'anthropocentrisme chez Latour ou Descola. J'essaye d'argumenter pour dire que Bookchin anticipe ces deux critiques. Donc il y a chez lui, en tout cas, pour d'abord avancer les choses simplement, une critique extrêmement claire du capitalisme et du fait que le capitalisme est responsable centralement de la catastrophe écologique. En fait, ce que fait voilà, et il dit de manière explicite assez tôt, hein, oui. Dans les années 90, bon, je ne sais pas si c'est le premier à l'avoir dit. Alors il y a des choses bon, que j'ai pas dites, mais qui sont quand même importantes à noter, c'est que Bookchin, c'est quelqu'un qui a été extrêmement précurseur, qui est des échos aussi justement avec l'école de Francfort, mais dès les années 50, ses premiers articles portent sur la question des pesticides. Il a été il y avait déjà des travaux scientifiques, mais il a été l'un des premiers à vulgariser avec des articles quand même très approfondis sur les pesticides dès le début des années 50. Et en fait, il a son premier livre, il a publié des articles dans les années 50, mais son premier livre c'est 62, c'est Notre environnement synthétique, et c'est un article qui porte sur les principaux problèmes écologiques posés par la société industrielle. La pollution, l'urbanisation, le nucléaire, les pesticides, l'agriculture industrielle, etc. Et ce livre a été publié la même année que le livre de Rachel Carson, Un printemps silencieux, Silent Spring, qui est voilà, le livre, un des livres précurseurs du mouvement écologique américain, qui a eu énormément de succès, alors que Bookchin, il y avait déjà une pensée proto-anarchiste dans notre environnement synthétique, n'a pas du tout eu de succès, alors que son livre était plus fourni, puisqu'en fait il ne s'intéressait pas uniquement aux pesticides, mais à d'autres problèmes environnementaux. Ou à l'époque, il reprenait encore un peu ce terme-là. Donc extrêmement précurseur, et Bookchin, dès les années 60, parle du réchauffement climatique comme voilà, l'un des problèmes majeurs. Voilà, donc c'est les années 60, quoi. Donc il faut se rendre compte que bon, nous on est là-dedans, mais bon, d'ailleurs c'est toujours assez vertigineux quand on dit ça, mais en fait c'est des choses qui sont connues depuis un moment, enfin en tout cas dans certains milieux. Et donc il dit aussi explicitement que la limite en fait absolue du capitalisme, c'est la nature, c'est la contradiction écologique. Donc il le dit explicitement. Donc il y a aussi une critique absolument centrale du capitalisme. Néanmoins, bon, il y a toute une discussion sur ces termes d'anthropocène et de capitalocène. Serge Audier parle d'anthropo-capitalocène parce que en fait le capitalisme est anthropocentrique. Donc
voilà, c'est-à-dire que finalement et donc il y a chez Bookchin, hein, il y a une intuition du capitalocène parce que il critique fondamentalement les discours qui tendent à dire que l'humanité est responsable, l'humanité avec un grand H, essentialisée, est responsable de la catastrophe écologique. Ce sont bien des groupes sociaux déterminés en lien avec l'organisation sociale capitaliste qui le sont. Donc de ce point de vue, il reprend ça, mais néanmoins, voilà, il y a chez lui, c'est ce que j'ai essayé un peu d'expliciter, une vision de la société qui n'est pas du tout anthropocentrique, puisque pour lui, la société, c'est une partie de la nature, et l'écologie sociale, ici, il y a aussi toute une réflexion donc, théorique sur, d'une certaine manière, les sciences humaines et sociales. Et ce que veut produire Bookchin avec l'écologie sociale, c'est un savoir unifié de la nature et de la société. Donc c'est un savoir post-anthropocentrique. Ce qu'il propose, c'est un holisme écologico-social, c'est-à-dire l'idée d'analyser tous les phénomènes à partir de leur inclusion dans une totalité interdépendante de phénomènes terrestres, de phénomènes naturels et sociaux, bien qu'il faille les comprendre dans leur différenciation. Donc ça, voilà, bon, j'ai pas explicité, mais ce qu'il a appelé la philosophie de l'écologie sociale, c'est le naturalisme dialectique, ça fait l'objet du chapitre 6 de mon livre. Et donc, de ce point de vue-là, il retient quand même aussi l'idée que vraiment, il faut se défaire de l'anthropocentrisme. Donc, voilà. Finalement, l'argument que je défends, c'est que ces deux voies critiques de l'anthropocène et du capitalocène ne me semblent pas devoir être opposées. Enfin, en tout cas, chez Bookchin, on a une pensée qui est capable d'intégrer ces deux critiques-là. Mais ce que j'ajoute, c'est que voilà, j'ajoute moi je propose un autre concept en fait tiré de Bookchin. Bookchin a publié un manuscrit de cours qui s'est appelé Les politiques de la cosmologie dans les années 80. Et moi j'ai proposé le terme de cosmopouvoir comme étant un terme plus adéquat pour décrire finalement la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire l'histoire de la manière dont les sociétés humaines ont constitué des formes de pouvoir dominant la nature, qui, à mon avis, ne se réduisent pas au capitalocène, en fait. Parce que le problème du terme de capitalocène, c'est qu'il peut laisser à penser que les sociétés humaines ont commencé à dominer la nature à partir de la naissance du capitalisme, en fait. Or, dans cette fresque historique, justement, voilà, il y a trois gros concepts qui sont des idéotypes weberiens dans The Ecology of Freedom, c'est société organique, société hiérarchique, société capitaliste. Et donc, ce que Bookchin montre, c'est que les sociétés hiérarchiques, et il y a aussi toute une vision un peu plus nuancée que ce qu'on pourrait penser sur les sociétés dites primitives, les sociétés du néolithique. Donc pour Bookchin, certaines étaient hiérarchiques et d'autres plus égalitaires. En fait, il y avait voilà, il y a évidemment pas... oui, ça d'ailleurs c'est quand même assez central et très important. Il n'y a pas une univocité ou une homogénéité des sociétés. Là, il utilise des idéotypes, mais à un moment donné de l'histoire, en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il défend l'idée d'un conflit
transhistorique entre ce qu'il appelle la tradition de la domination et la tradition de la liberté. Donc c'est-à-dire que voilà, dans l'histoire des sociétés, il y a une tradition de la domination qui s'est construite progressivement. Les formes sociales évoluent aussi, il a aussi une vision évolutionnaire, mais évolutionnaire et pas évolutionniste, parce que ça évolue pas nécessairement vers le mieux. Et globalement, pour lui, ça évolue vers le moins bien avec le développement de la tradition de la domination, c'est-à-dire que le fait qu'un certain nombre d'institutions, de dispositifs qui sont des institutions de domination et qui sont ensuite enrichis par d'autres formes sociales qui complexifient encore la domination. Et le capitalisme n'a pas du tout effacé les hiérarchies, il a pu émerger grâce aux hiérarchies et il a continué de les incorporer en son sein. D'où le fait que le capitalisme se reproduit tout en maintenant des dominations patriarcales, en particulier raciales, qui avaient pu exister auparavant déjà. Et tout ça pour dire que ce que j'ai appelé le cosmopouvoir, c'est l'idée d'une accumulation progressive, continuelle, du pouvoir sur la nature et du pouvoir sur la vie humaine. C'est-à-dire l'idée d'une forme de pouvoir qu'en fait on ne doit pas séparer, qui a été en même temps, de la part de certains groupes sociaux, de la part de certaines élites sociales, un pouvoir conjoint de domination d'autres groupes sociaux et de la nature elle-même. C'est-à-dire il n'y a pas de... c'est pas deux formes de pouvoir différentes. C'est-à-dire qu'en même temps que certains groupes sociaux ont accumulé du pouvoir sur d'autres groupes sociaux, ils ont aussi accumulé du pouvoir sur le vivant. Et donc le cosmopouvoir, donc, qui doit être, qu'on doit expliciter davantage, c'est un concept historique, c'est-à-dire il y a des formes historiques de cosmopouvoir où certaines formes de pouvoir historiques sont en même temps l'accumulation spatiale de pouvoir sur la nature et du pouvoir sur la nature et du pouvoir sur la vie sociale par certains groupes sociaux, par les groupes élitaires. Donc voilà, du coup, bon, j'ai parlé de sortie de l'Anthropocène, mais j'ai pas expliqué, parce que c'est le concept qui est le plus courant, mais j'essaie aussi de développer un concept à partir de Bookchin du pouvoir sur la nature. Et pardon, voilà, ouais, je suis incapable de synthétiser. Essayer de le faire plus sur la technique, c'est une question importante chez Bookchin. Là, je vous renvoie au chapitre 3, qui porte sur davantage du coup, et ça je ne l'ai pas dit en tant que tel. Bon, après, il y a une vision assez concrète en fait, de l'organisation d'une société alternative qui est basée sur l'éco-décentralisme, sur la décentralisation écologique. Donc voilà, ça c'est quand même très important chez Bookchin. Il a beaucoup développé ça dans les années 80. Donc il y a un côté concret parce qu'il était... l'Institut d'écologie sociale, c'est quelque chose qu'il a fondé. C'est aussi des instituts qui existent toujours aujourd'hui aux États-Unis, où il est proche de militants, d'activistes, d'expérimentateurs sociaux qui aussi essayent d'inventer des pratiques écologiques concrètes correspondant à son utopie. Et donc j'explicite ça un peu dans le chapitre 3. Donc des sociétés décentralisées, c'est-à-dire dont les infrastructures économiques sont décentralisées. Cette idée d'éco-communauté qui est l'idée que très présent aussi dans le biorégionalisme, dont Bookchin a été proche à un moment. C'est vraiment cette idée que les groupes humains doivent s'intéresser au contexte écologique dans lequel ils se trouvent, au contexte de la faune et de la flore dans lequel ils se trouvent, des relations territoriales, des territoires dans lesquels ils se trouvent, les étudier, les analyser et adapter leurs relations sociales, leur forme de travail, leur forme d'habitat aux relations écologiques qui existent dans l'écosystème territorialisé dans lequel ils se trouvent.
Donc ça c'est très important chez Bookchin. Et là-dedans, il introduit l'idée d'écotechnologie. Donc la problématique de la technique est centrale chez Bookchin. Elle est introduite dans un texte des années 60 qui a été assez connu et qui est souvent utilisé et l'objet parfois d'une critique qui s'appelle Vers une technologie libératrice, parce que ce texte-là implique les éléments que je viens de mentionner, mais fait aussi référence à l'idée que certaines technologies industrielles et modernes peuvent être encore utilisées dans le contexte contemporain pour nous éviter essentiellement la pénibilité des tâches. Et donc il y a donc par conséquent cette idée que il faut considérer les technologies les unes après les autres, et que certaines d'entre elles peuvent être encore utiles même si elles ont été inventées par le capitalisme. Et donc mais néanmoins ce développement-là est tout de même lié aux éléments que je viens d'évoquer, c'est-à-dire au fait que les usages humains doivent être adaptés et réfléchis et choisis librement du point de vue de leur capacité à s'inscrire dans l'éco-communauté animale et végétale. Et du coup, il y a une critique un peu de ce texte parfois, moi, que je trouve un peu facile, qui consiste à dire, Bookchin, en fait, c'est quelqu'un qui était partisan de la société industrielle dans la mesure où il estime que certaines techniques industrielles peuvent être conservées. Et aussi, deuxième aspect, qui est plus important, c'est qu'après, il a un peu raffiné sa critique de la technologie. Donc c'est dans des chapitres qui n'ont pas été traduits en français, de la fin de The Ecology of Freedom, où là c'est quand même plus clair, où Bookchin est d'ailleurs entre-temps plus critique en fait sur les techniques industrielles. Donc dans les années 90, il dit qu'il est ludiste, et il rejette en fait à peu près les techniques industrielles au nom du fait qu'elles ont été créées par le capitalisme, parce que ce qu'il développe, c'est essentiellement une critique sociale de la technologie, c'est-à-dire l'idée que les technologies ne doivent pas être considérées en elles-mêmes, mais qu'elles sont le produit de rapports sociaux déterminés. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait retrouver dans l'éco-marxisme, chez Malm en particulier, parce que l'idée que il y a cette idée assez centrale chez Malm que toutes les énergies fossiles, c'est le produit des rapports sociaux capitalistes. Et c'est vraiment la vision de Bookchin. Et donc, par contre, son point de vue, c'est que dans toutes les sociétés, et il insiste beaucoup sur la société grecque et la techné, il y a une infrastructure technique. Donc, il déplace le débat, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont encore dans ce débat, mais véritablement, mais entre technophilie, technophobie, mais il n'est pas du tout dans la technophilie. Il propose une critique sociale des technologies, et par conséquent, ce qu'il explique, c'est que la critique sociale qu'il propose et la construction de nouveaux rapports sociaux doit amener nécessairement la création de nouvelles technologies, mais qui ne peuvent être produites que par la transformation des rapports sociaux. C'est pour ça qu'il s'est beaucoup intéressé aux usages de la technologie qu'il y avait dans les mouvements de la contre-culture des années 60 et 70, et son point de vue, c'est ça. C'est en fait les usages démocratiques de la technologie qui se développent à ce moment-là. Comment les gens s'y prennent à la base dans des expérimentations démocratiques pour faire de nouveaux usages de la technologie, et c'est ça qu'il va appeler en fait des écotechnologies. Et les écotechnologies, ça suppose la démocratie, un usage démocratique de la technologie, c'est-à-dire
critique de la sophistication des techniques auxquelles on ne comprend rien et que les gens ne peuvent pas comprendre par eux-mêmes. C'est une technique, démocratique. C'est aussi, il y a tout de suite une critique de la taille des technologies. Donc le décentralisme, ça suppose aussi la question de la taille. Les infrastructures doivent avoir des plus petites échelles. Ils critiquent le gigantisme. Et puis, autre aspect très important qui a à voir avec qui est central chez Bookchin, c'est la diversité. C'est-à-dire, en particulier en matière d'énergie, il développe aussi cette idée que finalement les technologies, et en particulier sur le plan de l'énergie, on doit s'appuyer sur la combinaison, en fait, en particulier de plusieurs énergies en même temps, en lien avec les énergies naturelles que les écosystèmes peuvent apporter, mais que la diversité est importante. Il a la même vision en matière d'agriculture, donc il y a une vision qui est proche de celle de l'agroécologie aussi chez Bookchin. Voilà, mais qu'il doit y avoir de la diversité parce que tout ce qui est mono, en fait, favorise le marché. Parce qu'à partir du moment où on pense qu'il y a une solution unique, ça veut dire qu'on va se mettre à développer à une échelle massive en fait, les moyens de produire cette solution unique. Donc le pire dans l'écologie et le pire dans l'environnementalisme libéral, c'est le solutionnisme univoque. Justement, il y a une diversité qui doit être... il y a une diversité des solutions à trouver qui doit être elle-même liée en fait, à la diversité écologique et sociale des sociétés et des natures. Et ça c'est fondamental parce que la recherche de cette diversité fait que justement on va être dans des processus sociaux qui vont produire de la diversification, ce qui est l'objectif. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne ou dans la salle. Est-ce que quelqu'un souhaite... Patricia ? Oui, je ne sais pas trop, comme j'ai pas lu le livre, je suis un peu, moi, sous la question, enfin, je suis très très prise par les luttes de terrain. Du coup, participer à ce séminaire, ça me ravive un peu, ça me régénère. Et donc je me disais, il me semble avoir lu le livre sur la biographie de Bookchin qui a été écrite par sa compagne, je ne sais plus comment elle s'appelle. Janet Bill. Voilà. Et qu'elle disait, et que j'ai lu aussi, que finalement à la fin de sa vie il était assez déprimé parce que finalement tous les combats qu'il avait menés, qui étaient passés par plein de formes de lutte, par la participation aussi lui-même à différentes institutions. Je crois qu'à un moment donné il était aussi syndicaliste, et qu'il a donc essayé, toujours que sa pensée finalement est aussi issue de sa pratique révolutionnaire sur le terrain, et que donc, voilà, tu disais qu'il était mort quand, 2006. Ah oui, 2006, voilà. Que depuis 2006, évidemment, la situation a encore empiré, et qu'on voit bien qu'on n'arrive pas, et que peut-être que c'est lié justement, enfin quand je regarde les mouvements là qui luttent, qu'ils soient altermondialistes, lutte locale, si je regarde les soulèvements de la terre par exemple en France, qui sont quand même ancrés, qui pensent justement, enfin qui sont complètement liés aussi, beaucoup sont des adeptes de la pensée de Bookchin et du communalisme, bon voilà, moi j'ai pas vu ces différences-là. Mais donc je voudrais un peu ton analyse, j'avais lu, je crois que c'était un billet de toi dans Mediapart qui critiquait justement le fait que les Insoumis, la France Insoumise s'emparait de ce concept-là, notamment en prévision des élections municipales, et eux-mêmes faisaient un chemin vers l'importance justement de gagner des municipalités, dans la perspective de prendre le pouvoir, ce qui dans la Ve République semblerait être, en tout cas dans ces logiques, un passage obligé, d'où la difficulté justement que les mouvements sociaux et les collectifs arrivent vraiment à agir. Donc simplement,
vois, je n'ai pas tellement réfléchi, mais comment toi tu vois justement, concrètement en fait, par rapport à cette approche de l'écologie politique qui nous semble, bon, moi j'avais été aussi totalement sidérée de voir dès les années 50 déjà sa remise en cause complète des pesticides et la manière dont on nous polluait notre estomac dans l'agroalimentaire. Enfin, tout ça sont des choses complètement dénoncées. On voit que ça va de pire en pire. On voit que l'extractivisme, là notamment avec la manière dont on maltraite la terre, avec l'extraction du lithium. Enfin, je viens d'un forum social mondial des intersections, l'intersectionnalité étant très important dans cette partie de l'Amérique du Nord, et où il y avait pas mal d'ateliers sur l'extractivisme, et c'est vrai que c'est assez épouvantable. Donc comment toi, avec tout ce cheminement là dans la pensée, peut-être dans ton livre, je ne sais pas, tu vois donc concrètement dans les luttes voilà, actuelles, où on voit là à l'heure actuelle qu'il y a un bateau avec Rima Hassan, Greta Thunberg qui vont essayer d'aller à Gaza. On voit que dans les soulèvements de la terre, il y a aussi guerre à la guerre. Donc on voit bien qu'il y a de plus en plus finalement cette, je ne sais pas s'il faut utiliser le terme intersectionnalité, qui joue aussi dans le mouvement de lutte. Comment, par rapport à l'articulation avec les partis politiques, tu vois les choses, je ne sais pas, dans les luttes en France et ailleurs dans le monde, parce qu'en fait c'est les mêmes problématiques. Je vois bien, on est en train de préparer un forum social mondial en Afrique, à Cotonou, en 2026, et on voit bien qu'il y a les mouvements féministes, les mouvements climatiques, il y a une fragmentation incroyable des luttes au plan mondial, pour la préparation de la contre-COP à Belém, et donc voilà, moi j'ai l'impression que c'est encore une force du capitalisme que de nous diviser encore plus, mais... Merci, c'est une super bonne question. D'ailleurs, qui fait aussi écho à pas mal de problématiques qu'abordent Pierre et Christian dans leur livre La cosmopolitique des communs. Bon, je pense que mon point de vue est assez proche, mais je vais rester quand même sur Bookchin, parce que enfin, à partir des cadres un peu de Bookchin et du communalisme, parce qu'il me semble que ce qui est très important, enfin je vais quand même utiliser ce terme, c'est ce que Pierre et Christian appellent la transversalisation des luttes, c'est-à-dire voilà, le fait que les luttes justement pour éviter la fragmentation dont tu parles parviennent à développer des liens entre elles, à s'agréger de manière à former des contre-pouvoirs, des contre-pouvoirs plus importants. Mais ce que tu as évoqué par rapport aux partis politiques, c'est important, et voilà, ça a à voir avec justement le communalisme et cette idée même de communalisme, parce que ce qui me semble, pour essayer de répondre assez directement à la question, de ce qu'est le communalisme comme une proposition politique alternative, si on veut la traduire, en tout cas de manière un peu immédiate sur le terrain comme pratique, c'est le fait que les acteurs des mouvements sociaux et des luttes se parlent, entretiennent des liens entre eux, et en fait, même, pour le dire directement, forment des communautés d'autogouvernement, forment des organisations politiques par eux-mêmes, et en fait, indépendamment des partis. Il y a, voilà, dans le débat qu'il y a sur le communalisme, et en fait un autre terme qui est celui qui est le plus souvent utilisé ces dernières années, c'est celui de municipalisme. Bon, pas... Voilà, je laisse de côté municipalisme libertaire, celui qui a été utilisé en Espagne. Voilà, c'était plutôt celui de municipalisme.
Et c'est l'idée, beaucoup, il y a aussi voilà, ce qu'on appelle en France les listes citoyennes participatives, voilà, qui se revendiquent aussi du municipalisme, qui ont commencé sur le modèle espagnol à intervenir un peu dans la municipale de 2020. Il y en a qui ont été élus. Maintenant, elles continuent aussi leur travail et elles se revendiquent même parfois un peu voilà, du municipalisme, parfois même un peu de Bookchin. Et en fait, bon, la France Insoumise s'aligne un peu là-dessus. En fait, donc le terme qu'ils auraient dû choisir, ça aurait été plutôt, enfin, voilà, c'est mon point de vue. Il y a David Amou, je crois, qui est avec nous, où il était là, en tout cas, il est plus là, parce que j'ai trop parlé, mais il était là tout à l'heure, et il était aussi intervenu c'était en fait un article de Mediapart sur le nouveau communalisme insoumis qu'on a un peu, pour lequel on a été interrogé avec David, qu'on a un peu commenté de manière critique. Bon, après, tout dépend de ce qu'ils en font, mais disons que le cadre dans lequel ils partent, disons... est un cadre qui a pas beaucoup de rapport avec le cadre dont partaient les communards, quoi. Bon, évidemment, donc ça risque quand même on voit mal les insoumis appeler à la dissolution de l'État et la fin de la politique professionnelle et la fin du régime représentatif. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est juste problématique par rapport mais là je redis ce que j'ai déjà dit en faisant une parenthèse inutile, pardon. Oui, du coup ce municipalisme et ce municipalisme, en fait, il tend à ouvrir la politique, en fait, à ce qu'on appelle parfois la société civile, ou aux citoyens, indépendamment des partis politiques, mais en fait il ne remet pas en cause la pratique traditionnelle de la politique, et voilà, et les versions, et il y a un municipalisme indépendant des partis, et il y a aussi parfois, donc ça c'était le modèle espagnol plus intéressant, ce qu'ils appelaient la confluence, c'est-à-dire le fait que les partis politiques n'interviennent plus en tant que parti au moment de la formation des campagnes municipales et des listes municipales, mais rejoignent finalement une liste commune impulsée surtout par les mouvements. Mais le problème de tout ça, c'est que à l'arrivée, en fait, la pratique politique ne change pas, que c'est toujours la pratique en fait représentative de la politique. Seulement, elle est amendée par un certain nombre de dispositifs participatifs, donc qui peuvent avoir leur utilité et qui témoignent d'une certaine ouverture démocratique, où il y a une sorte de co-construction avec le régime représentatif, mais ça maintient en place la politique professionnelle, et voilà, le fait que ce soit des citoyens ou des membres des partis qui la font, cette politique représentative et professionnelle, alors, parfois ils mettent en place une éthique de l'exercice du pouvoir qui font qu'ils sont moins payés, donc il peut y avoir des choses intéressantes, mais ça n'est pas la transformation politique que Bookchin avait en tête. Et lui, quand il a dit que des mouvements comme ça d'émancipation démocratique visant une confédération de communes et la démocratie directe pouvaient participer aux élections municipales, c'était quand même de manière très claire, avec une stratégie qui était celle de, si on gagne la commune, on transforme le conseil municipal en assemblée populaire de démocratie directe. Et s'il y a des obstacles légaux, parce qu'il y en a, et effectivement on sait qu'il y en a, même quand à Poitiers il y a une liste justement un peu participative, et même quand ils font pas mettre en place une assemblée populaire de démocratie directe, mais faire des votations citoyennes, des référendums, c'est-à-dire faire en sorte que certaines décisions prises par la mairie soient prises par
un référendum comme ça, la préfecture les en empêche, tente de les en empêcher. Voilà, et quand c'est pas possible, bah, ce que Bookchin prônait, c'était en fait il faut instituer ad hoc l'Assemblée populaire de démocratie directe dans la commune et lier toutes les décisions du maire à voilà, cette proposition-là. Après les Gilets jaunes dans la Meuse, il y a un petit village qui s'appelle Ménil-la-Horne où ils essayent de faire ça. C'est-à-dire vraiment faire de la démocratie directe, mais voilà, c'est 300 habitants, donc voilà, ça reste assez minoritaire. Mais du coup, le communalisme comme stratégie politique, le problème c'est que la forme parti, voilà, Bookchin faisait cette critique-là, la forme parti c'est la forme État. La forme parti c'est la forme État. Voilà, il y a cette grande critique du sociologue italien Roberto Michels, voilà, qui est une critique très classique des partis politiques, où, voilà, ce que Michels appelait la loi de l'oligarchie, hein, où un parti politique nécessairement reproduit une forme d'organisation oligarchique basée sur un leader charismatique qui concentre en lui le pouvoir. Je ne vous fais pas un dessin. Voilà. Mais bon, ça reste vrai. Donc le communalisme, il y a une volonté de remettre en cause, il me semble, la forme parti. Et voilà, moi, la formule que j'utiliserais, c'est plutôt qu'utiliser l'idée de parti-mouvement. Je crois pas à cette... Je pense que ça n'a pas marché, en fait. La France insoumise a un peu repris ça, mais Podemos, etc., le parti-mouvement, finalement, les partis finissent par aspirer les mouvements, parce que les mouvements, ils s'essoufflent nécessairement. Donc l'idée qu'un gouvernement des mouvements sociaux, ça peut être possible, et effectivement, c'est une régénération démocratique, mais ça suppose que les mouvements, un pied dedans, un pied dehors, c'est la formule du municipalisme espagnol, c'est-à-dire l'idée que, en fait, le gouvernement d'une municipalité démocratique radicale doit toujours être soutenu par des mouvements sociaux à la base qui maintiennent la pression pour permettre au gouvernement d'aller plus loin dans les réformes sociales et démocratiques. Ben oui, mais le problème, c'est que ça n'est pas tenable. En fait, il me semble, dans la longue durée, il y a beaucoup d'obstacles qui s'y opposent. Et moi, je vois plutôt l'idée de mouvement-organisation, plutôt que parti-mouvement. De mouvement-organisation, c'est-à-dire le fait que les mouvements politiques, les mouvements sociaux sont des mouvements, en fait, qui en eux-mêmes, ce qui est important, c'est pas tellement leurs revendications, parce que les revendications, c'est justement des demandes qu'ils font à l'État et que l'État va mouliner contre eux, va finir par en faire autre chose et en faire un truc qui est très faible par rapport à ce qui a été revendiqué. Donc ce qui n'est pas important, c'est les revendications, mais les potentialités de transformation sociale et de nouveaux rapports sociaux qui sont impulsés dans ces mouvements. Et l'idée de mouvement-organisation, ça c'est pas dans le livre, hein, c'est dans mes prochaines élaborations, donc c'est un peu des choses que je vous donne à la va-vite, pardon. Mouvement-organisation, c'est le fait que les mouvements se convertissent dans des organisations politiques à travers aussi, donc là c'est aussi ce que disent Pierre et Christian, alors transversalisation et le commun, c'est-à-dire le fait de passer de lutte sectorielle, si on veut garder cette expression, ou fragmentaire, à en fait à des organisations communes, et donc là c'est concret, hein, ça veut dire ces acteurs des mouvements, ils doivent en fait faire de la politique, s'organiser politiquement, mais c'est leur organisation politique qui émane de leur mouvement, et c'est pas les partis, parce que et il faut que leur organisation politique et les relations qu'ils ont entre eux, elles soient à l'image, qui parviennent à perpétuer dans l'organisation politique la potentialité des relations émancipatrices auxquelles ils aspirent à travers leur mouvement. Et ça,
et ça, à mon avis, c'est une organisation comme ça qui doit se présenter au municipal. Pour dire, parce que, et c'est là où du coup les luttes territoriales, et justement, si on veut être là-dedans, les municipales peuvent avoir leur importance. Parce que même si pour moi ça ne se réduit pas du tout aux élections, hein, ce type de politique, mais en fait, même aux échelons territoriaux, vous avez des luttes sociales, des luttes écologistes, des luttes féministes, et justement, c'est l'alliance de toutes ces luttes qui effectivement peuvent tendre vers les communs. Voilà, bah oui, finalement, si on lutte dans le travail pour une organisation plus égalitaire, moins hiérarchique, finalement, si on radicalise l'idée, c'est que le travail soit organisé à travers des relations égalitaires, non hiérarchiques, mutualistes, etc. Et donc, si la critique voilà, de la domination et de l'inégalité qu'on la même jusqu'au bout, elle conduit à des communs, bah, effectivement, c'est un ensemble de communs, mais ils sont fragmentés. Et si on fait une organisation justement de tous ces mouvements reliés entre elles, et que ces gens discutent entre eux, ils peuvent aussi avoir l'idée véritablement de savoir comment faire pour que ces communs s'associent entre eux dans une véritable société des communs. Parce que le problème des expérimentations des communs, enfin c'est bien, elles existent, mais c'est vrai que souvent elles représentent un isolat dans un océan d'entreprises et de marchés. Bon, je crois qu'on peut peut-être conclure sur cette, parce que je crois que le temps est écoulé, mais sur cette idée de société des communs comme alternative à la société des nations. Comme alternative voilà. aux États, au voilà. système interétatique. Donc merci encore Pierre, bravo. Et puis pour ceux qui auraient voulu poser des questions, vous pouvez écrire à Pierre aussi. Enfin voilà, je pense qu'il y a pour poursuivre les échanges. Donc, merci encore Pierre. Merci beaucoup.